c'est parti. Le personnage de Charlotte, c'est quelqu'un qui a apparemment tout dans sa vie, puisque elle a 3 enfants merveilleux, un métier qu'elle aime où elle cartonne, elle a un appartement rue de Monceau, tout l'argent qu'elle veut, un mari qu'il aime encore, même s'ils ne sont plus ensemble. Il n'empêche que cette femme s'est enfermée dans une vie, en fermant pas mal de portes, et qu'en rencontrant Sacha, elle va rencontrer sa vraie moitié. Elle va vraiment rencontrer l'amour et ça va lui ouvrir les yeux. Sac, c'est impossible de remonter tes capotes. Tes clés. C'est l'histoire de ma vie. Je m'amuse avec les poissons, vous inquiétez pas, on y va. Ok, let's roll. And action. On est en train de fabriquer quelque chose, donc on est en train, en fait, que l'ambiance du tournage soit à l'image de ce qu'il y a dans le film, finalement, ce serait vivre le résultat, quoi. Or là, on est en train de fabriquer quelque chose qui nous met dans un état de travail, de complicité, mais je me méfie de l'idée qu'on se fait d'une ambiance qu'il y a sur un plateau, qui est à l'image, surtout dans la comédie. J'y crois pas beaucoup. Puisque quand on fabrique la comédie ou un film romantique, on le fabrique, quoi. J'aimerais te donner cette réponse qu'on voit souvent à la télé, c'est super, avec Sophie on a rigolé tout le temps, avec James, putain c'est vraiment, attends on arrivait le matin, on se disait vivement que ce soit demain. Ben non, on travaille. Si, c'est alors un peu comme ça, quoi. Non mais c'est un bonheur, Non, mais qui n'arrive pas seul, quoi, avec d'autres choses, quoi. Tu as coupé la flotte ici. Oh, la gade. On se crède. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça me fait assez plaisir de vous voir et de démarrer cette journée. C'est vrai qu'un film, c'est pas facile. Continue notre film. Eh ben on a tous du boulot et on est contents. Un acteur n'a aucune conscience du film, de ce que va être le film par la suite. Donc c'est difficile de dire ce que sera le film. Ce qui est sûr, c'est que je crois que ça sera un peu la quintessence du film romantique. Parce qu'il a un peu mis tous les éléments du film romantique tels qu'on l'aime, quoi. C'est-à-dire avec les décors. Le génie du décor. Il a construit ça en 24 heures. Incroyable. C'est du polystyrène. On ne se voit pas. Ouais, j'étais à côté de toi. Tu sais qu'il m'a fait exactement la même chose dans le désert en Argentine. Un truc comme ça. Il dit non, mais 24 heures. Regarde les amis. Pas mal la figure. Hein. Je fais des passages figuration, tellement on a de pognon. Je fais des passages figuration pour amuser mon équipe. Tout ça, on les a fait venir du Canada, ceux-là. Allez-y, continuez, faites rire mon équipe. Je dirige la figuration. James est partout, oui c'est vrai. J'ai l'impression qu'il est partout, je vous le confirme. James, il est complètement fou sur un plateau, sur un tournage. Il est absolument partout. Il est à 400 à l'heure. Je trouve simplement que c'est trop lui demander de venir me chercher le matin. Parce que franchement là, je trouve que c'est exagéré. Quand je le vois, en plus il arrive bien en avance. Quand je suis censé être récupéré à 8h30, il est là dès 6h du matin. Donc oui, effectivement, c'est un garçon qui fait tout. Et il s'occupe même de ventouser dans les rues la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, il pose les plots orange pour libérer les places. Effectivement, scénariste, il est partout dans l'idée, il est partout dans le dialogue, il est partout dans la construction. Heureusement, James, il comprend rien à la lumière. Donc ça, c'est le gros truc qui me sauve. Mais sinon, c'est vrai qu'il est un peu à vouloir prendre la place partout, quoi. Il s'occupe d'aller mettre le petit papier journal sur la table basse. Qu'est-ce qu'on avait fait? On était même en train de peindre les dessins, les faux dessins du petit garçon de 9 ans, parce qu'il trouvait vraiment que les couleurs, ça n'allait pas du tout à l'image. Il est
très patient, puisqu'il y aurait plein de réalisateurs, nous on est des enfants, donc il y aurait plein de réalisateurs, ils pourraient nous dire vous faites ça, machin, et ils sont pas gars, tandis que lui il prend bien le temps d'expliquer. Je me dis des fois il doit en avoir un peu marre. Mais aussi, il sait prendre les choses sous le bon angle. Par exemple, si on fait quelque chose qui n'est pas écrit, au lieu de dire ah c'était pas dans le texte et tout ça, il va dire il aime bien l'impro. Je le connaissais en fait à l'époque depuis le cours Florent. Et James avait, je sais pas, il devait avoir 22-23 ans. Et du coup, on se retrouvait le samedi après-midi pour répéter un petit peu nos scènes qu'on devait présenter dans la semaine. Et il en profitait pour me regarder dans la bouche si j'avais 2 ou 3 caries, 2 ou 3 problèmes. Et un jour, il s'est rendu compte que j'avais une dent qui partait en vrille. Il m'a dit je te la remplace. Je lui ai dit ah bon? Et hop, en une après-midi, il m'a enlevé une dent et le samedi suivant, il me remettait une autre dent. Donc j'ai encore une dent de James dans ma bouche. Est-ce que vous ne trouvez pas que là, qu'on vient d'apporter un vrai plus à l'interview? l'interview? C'est important de le dire. C'est un coup de pouce à vos questions. Il y a peu d'acteurs qui ont des dents de réalisateurs dans leur bouche, implantées 20 ans plus tôt. C'est vrai que je suis assez présent et que je je partage beaucoup avec mes équipes. Parce que chaque chose est importante pour moi pour arriver à servir une émotion, à amener le spectateur à ressentir telle ou telle émotion et les matières, les couleurs, des éléments de décor, des costumes qui vont se mêler avec évidemment bien sûr tout ça au service du jeu de l'acteur principalement, mais pour aussi manipuler le spectateur à ressentir telle et telle émotion. Tout ça, c'est très important. Allons-y s'il vous plaît, moteur. James, c'est un peu le facochère du cinéma, hein, ça il faut le savoir. C'est il se promène comme ça du cinéma français. Comme ça, il se promène. Bille en tête, défense sortie, à l'affût, museau au vent. Et ça, évidemment, ouais, il est assez omniprésent et ça n'est pas désagréable. En tout cas, Hakuna Matata, oui, est une philosophie qui me convient bien. Ouais. Non, c'est un rouleau compresseur, c'est sûr. Il sait où il va, il met toute l'énergie à servir son projet. Et c'est vrai, rien ne l'arrête. Que ce soit le temps, les problèmes d'horaire, il trouvera toujours une solution. Pour lui, c'est son film d'abord. Alors moi je suis en train d'arrêter le jumpsuit. J'ai mis un patch là parce que j'essaie d'arrêter. Et en fait, ils vendent des patchs. En fait, vous pouvez avoir ça dans des centres au CNC, à la centre de la cinématographie. Si vous avez trop de jumpsuit, vous pouvez mettre un patch. Et puis ça vous met une petite dose comme ça pour ne pas arrêter d'un coup. Parce que arrêter d'un coup, ça va être dur aussi. Il y a une façon de communiquer particulière avec GAD. Nous avons inventé un mode de communication parce que le mode de communication traditionnel par les mots, le langage, la sémantique ne fonctionnait pas. Et donc vous allez voir dans quelques instants une démonstration de la communication que nous avons inventée. Ça dépend dans quelle couche de GAD tu veux rentrer. Tu vois, c'est comme un labyrinthe avec des portes, avec des codes à 60 numéros, si tu veux. Donc quand tu cherches à communiquer avec son être le plus intime, son inconscient, ouais, tu as intérêt à inventer un langage particulier. Tu m'as posé une question tout à l'heure. Et bon, la réponse. Le sinistre de Nanvin. Ouais. Et Tansmera de légumes, ite. Anémiaque. Voilà, c'est tout. Oui, c'était une vraie rencontre avec GAD. On a une façon de penser, une rapidité aussi d'esprit et même forme d'humour. Une poésie en fait entre nous. Ouais. J'ai plusieurs idées du mime. Je me suis dit il y a plusieurs écoles. Soit s'il n'arrive pas à rentrer en contact avec les enfants. L'école de Varsovie. Avec des trucs avec clac comme cassage de blague, machin pour voir les enfants. Oh bonjour, ils veulent pas là. Soit c'est carrément un truc basique parce que c'est un peu tac. Soit c'est plein de qualités comme ça qui se bousculent dans tous les sens. C'est un artiste complet, un type que rien n'arrête. Et oui, on a inventé un langage à nous, c'est vrai, que j'ai avec personne d'autre. Oui, c'est complètement. C'est d'ailleurs assez amusant d'être avec eux parce que ça fuse, ça part dans tous les sens.
Et il y a une espèce d'effet miroir entre eux, ça grimpe, et c'est assez troublant de voir cette ressemblance. Oui, on a parlé d'un truc en prépa. À ce moment-là, il y avait un type qui passait avec un gâteau. Je te l'invente, hein, mais il suffit que je lui dise gâteau, il saura de quoi on a parlé. Tu vois, j'ai pas besoin de lui dire, souviens-toi de... il y a comme ça une communication assez émotionnelle. Pardon ? Ouais, ah ouais, il pleut, Yann. Il pleut, c'est pas la peine de venir aujourd'hui. Ouais, d'accord, bah c'est ce que j'ai demandé, mais tout le monde est devant les 4 comme d'habitude. À la plage ou quoi ? Donc... Ouais, non, je t'entends mal. Ouais, tu m'entends mal, c'est parce que je te parle avec un chien. S'il vous plaît, messieurs, sortez du champ. Je t'appelle la coquillage là, ouais. Tu me rappelles là ? Arrête de... Allô ? Ça va marcher au bout de la 4e fois, tu vas vraiment bien. Je vais à la cave, chercher du vin. Tu veux du Bordeaux ou du Bourgogne ? Moi, je change pas une nickel. Rigole ou pas, le petit ? Ce qui est formidable avec Gad, ce qui est incroyable pour un metteur en scène, c'est que tout est possible avec lui. Et avec une facilité, en fait, incroyable, quoi. À chaque fois qu'on a eu une scène compliquée à faire, où il nécessitait un entraînement particulier, je dis, Gad, on fait la scène des framboises, il faut que tu t'entraînes à faire sauter les framboises. Oui, bien sûr. Le petit pois, il faut que tu l'entraînes à souffler le petit pois, oui. Ah, l'atelier du petit pois de Fischer-Marc. Fais un petit cul de poule avec ta bouche, un petit... Je te fais un petit baiser. Une jeune en cure de désintoxication, qui sont d'exercice. Aujourd'hui, ils ont la visite de James Hutt. Vas-y, Jean-Philippe. Ah oui, tu l'as fait. Et le matin, ou au moment de la prise, tu disais, bon, c'est la prise du... Ah ouais, on fait le petit pois aujourd'hui. Mais tu t'es entraîné. De quoi ? T'en passes le petit pois. Lévitation, record d'Europe de lévitation de petit pois. Framboise, 620 framboises dans la bouche d'un coup. Voiture impossible à conduire. Marche avant, marche arrière, première scène avec Sophie. Première rencontre sur un plateau. Je veux dire, personne n'a jamais réussi à conduire cette voiture sans que ça fasse... À chaque fois que tu passais la vitesse, lui, en une seconde, il a su manipuler cet engin. C'est un garçon doué pour tout. Oui, on peut dire ça. Et ça, c'est formidable. Tu te dis, tiens, ouais, j'ai envie de le voir debout sur un cheval, tout d'un coup, voilà. Tiens, il y a un dinosaure, porte-le avec la main droite. D'accord, jusqu'où ? Tu vois, c'est Gad. Citron et l'orange, citron et l'orange et le vanille, citron et l'orange et le vanille, je suis... Une des premières phrases qu'on s'est échangé avec Gad, il m'a dit, j'aimerais beaucoup qu'on le voit travailler à écrire des pubs. Tu vois, chez lui, sur son piano. Et je lui dis, ah ouais, on le fera en impro. Et alors, le fait qu'on ne le mette pas dans le script, il me dit, ah, tu vas voir, là, tu vas pas le faire. Et puis, je dis, t'inquiète pas, on le fera. Et c'est dans le film, oui. Et c'est dans le film, quoi. Je savais qu'un jour, j'allais lui dire, tiens, allons-y. Et ce sont des impros, les deux interventions où il chante au piano. Merci. Merci. Merci, on check, on est bon. De temps en temps, on essaie de sortir ou de déplacer les choses, mais encore une fois avec des points de départ et d'arrivée. Sinon, ça ne veut rien dire l'improvisation. C'est comme sur scène, je pense, hein, les improvisations... D'abord, la vraie improvisation n'existe pas, j'y crois pas. C'est toujours des choses qu'on a au fond de nous qui ressortent et qui existent en nous. Et une improvisation sans balise, elle n'a pas de grâce. Et en fait, les gens, ce qu'ils aiment voir, en fait, quand quelqu'un improvise sur scène, c'est qu'il va peut-être tomber. Ok, très bien. Ok, non, mais ok. Parfait, ok. Elle est chauve. Ah, c'est rare, ça. Ouais. Quoi? Elle perd ses cheveux. Oh, ok. Quoi? Petite? C'est une petite? Une petite femme? Non. Oh, c'est moche. Arrête. Ok, barbu, non pas barbu, on a dit, ok. On n'a pas dit. Non, non, si, on a dit barbu. Ah bon? Si, bien sûr, elle est barbue. Oui. Non.
l'avais pas dit, tu vois. Si, je l'ai dit. Alors? Bah oui. Non. Non. Aujourd'hui, il y avait une scène où on devait rire souvent pendant la scène. C'est une chose que je pense, que j'appréhende, que je sais peu faire. J'ai l'impression que d'être, tu sais, Chandler quand il essaye de rire dans Friends, c'est comme ça, quand il essaye de rire. Et je sais, j'ai l'impression de ne pas savoir le faire. Et comme il y a un truc qui circule, qui est agréable, qui me fait rire parfois, qui me surprend, je me laisse aller à oublier ça et je me surprends à rire presque naturellement ou naturellement parfois, en plein milieu d'une scène, ce qui m'arrive peu. Donc ça doit raconter quelque part que je me sens à l'aise dans tout ça. Il y a quelque chose qui ne se calcule pas au cinéma, qu'on trouve dans l'improvisation, et qui est une grâce de l'instant, quelque chose qu'on capture comme ça, avec une vraie sincérité, une vraie fraîcheur. Et c'est vrai que souvent, une fois qu'on a la prise, j'aime, quand on a le temps, chercher quelque chose de complètement différent. Super, super, lui dis même pas merci, perds pas le sourire. Ok, super, quand tu lui dis merci, tu perds le sourire. Et je veux que tu gardes le sourire. C'est super, action. Il y avait par exemple dans le scénario, il y avait une ligne, c'était il met la musique et il l'invite à danser. Donc, c'était tout. Donc voilà, et James avait choisi vraiment de leur réserver la surprise, c'est-à-dire que il ne les avait pas prévenus de la musique qu'il allait mettre. Et on va découvrir tous ensemble la musique. Donc c'est bien, tu vois. Regarde, mets un tout petit peu d'espace. Ok, ici, d'accord. Tu vas les découvrir quand tu vas tourner. Et donc ils n'avaient rien, ils étaient vraiment ils voulaient choper ça chez eux, ce naturel. Et donc il a branché la musique, il y avait 2 caméras, et les 2 ont commencé à danser. Et ça a vraiment été un moment magique de cinéma, parce qu'il a laissé la musique, il faisait quoi, 3 minutes 30. Et tout le plateau, il y a une espèce de silence incroyable, et ces 2 acteurs qui n'avaient jamais entendu la musique, qui ne savaient pas trop ce qu'on attendait d'eux, et il y a eu un moment de grâce incroyable. En fait, il faut essayer de ne pas penser à ce que tu fais, parce que si tu penses à ce que tu fais, forcément, par force, tu vas essayer de bien cadrer en fait. Voilà, et donc du coup, en ne pensant pas, tu fais des erreurs et c'est formidable. Les balises dont je parle, c'est l'histoire. Quand Sophie et moi, on a essayé peut-être de rajouter des choses, c'est qu'il y avait déjà des situations, il y avait des scènes où on avait un projet précis dans la scène et à ça, on rajoutait des choses. Et là, l'improvisation, elle prend place. De toute façon, c'est un peu le but du film, c'est qu'on a Mais l'impression sinon, que ça nous arrive en même temps que vous ouais. regardez le film. Ah là là, c'est fluide, c'est vacances. Il a fait beau, il a fait très très beau quand on était en studio. Ouais. Et quand on sortait, évidemment, il a plu. C'est les joies du cinéma. Hein. Ça évitait, ça avait un avantage. Hein. C'est évidemment, on attendait les 3/4 de la journée avant de tourner, mais Stéphane était content parce qu'il n'y avait pas besoin de mouiller le sol. Ça, c'est toujours du bonus pour moi, parce qu'en fait, après en polarisant sur la caméra, ça donne toujours des choses qui sont intéressantes dans les réflexions, en fait. Et qui donnent toujours une profondeur à l'image. C'est-à-dire qu'un sol, normalement, quand tu le vois comme ça, il est gris, il ne se passe rien dessus. Si tu le mouilles, tu as la réflexion des murs qui seront aux alentours ou du ciel, et d'un seul coup, tu as de la vie sur le sol. C'est-à-dire que c'est plus un sol mort, c'est un sol en vie, en fait. Stéphane adore ça parce que c'est très très beau. C'est vrai que les réflexions qu'on a en lumière sur un sol mouillé, ça donne tout de suite une profondeur, un éclat. Encore une fois, on parle de nos photographes de référence. Dans les bouquins, effectivement, de Ronis, tu as ces réflexions qu'on a non seulement sur les sols mouillés, mais à chaque fois sur les vitres, sur tout ce qu'on peut choper comme ça, pour nous donner de la profondeur, pour nous donner différentes taches de lumière dans le cadre. Ça nous intéresse en général avec Stéphane. Dès que tu peux créer de la profondeur et des contrastes de lumière dans une même image, c'est beau.
Déjà que c'est un film assez compliqué à tourner. Imaginez de le tourner avec une caméra 3D, laisse tomber la pluie. Quoi. Et non, mais ça aurait un intérêt dramaturgique saisissant quand même, de tourner en 3D cette histoire. Mais Ah, cela dit, moi je suis un acteur qui joue mieux en 3D qu'en... Ah ouais. Je suis un acteur de relief. Mais c'est vrai que ça m'amuserait de faire un film en 3D, évidemment. Non, mais même, ce qui est intéressant, c'est de se dire que la 3D, elle est dans l'émotion, quoi. Pour moi, la 3D, c'est ça. Wow, that's... Ah, pas mal. Les dinosaures nazis attaquent Paris, et à ce jour, le meilleur film de 3D jamais existant. Il existe. Donc, Voyage de Maurice à New York, première. Et voilà, nous voilà à New York. Grand beau temps. On part à New York en se disant « Waouh, attends, ça y est, on tourne à New York !» Avec Stéphane Le Parc, je me souviens au moment où on s'est posé ensemble, il m'a dit « Ah mais c'est mon rêve depuis que je suis môme, je me dis un jour je vais tourner un film à New York. » Moi, je dois bien avec moi, Steph, allons-y, let's go together. Et on tournait 3 jours, il a fait un temps formidable, c'est-à-dire que les gens mettaient des chaînes autour de leurs portes parce qu'ils avaient peur de la tempête. Il s'est trouvé que il y a eu cet ouragan qui est passé dans le coin. Juste après. Voilà, 4 jours après notre tournage, et on était dans les prémices de ces belles intempéries. Il a flotté comme jamais. C'est quand même la seule scène au monde où les mecs, il fait grand soleil quand ils arrivent et il pleut une drache 2 mètres plus loin. Un truc très rare. Par contre, hier, c'était une tannée parce qu'en fait, on a commencé la scène sans pluie. Et là, à travers les projecteurs, on voyait les gouttes d'eau qui tombaient. Donc forcément, à partir de là, si tu veux, le problème qu'on avait, c'est qu'il fallait essayer de gommer les gouttes d'eau qui tombaient entre la caméra et les comédiens, et que les comédiens soient aussi à l'abri pour pas qu'ils soient mouillés, vu que les premiers plans ils étaient secs. Quoi. Donc ça, c'était plutôt... là, on fait plutôt du rafistolage. On essaye de construire un espèce de toit technique pour que tout le monde soit protégé, la caméra, et enfin, les gouttes par rapport à l'image, et puis les comédiens. C'est vrai qu'il y a des jours où il faut absolument qu'il fasse beau et on doit tourner des scènes importantes. Ça arrive 4-5 fois dans un film. C'est ce jour-là où il faut qu'il fasse beau. Bon, bah nous, il a plu à chaque fois. Et particulièrement sur cette scène de fin où tu dois capturer la grâce, encore une fois, de l'instant, de ce qui se passe entre les comédiens, puis là aussi avec les enfants. Et c'est la dernière scène du film, donc on sort de la salle avec cette scène, et si tout le film tend vers cette scène en plus, donc bon, c'est on peut dire la scène la plus importante. Et il y a des trompes d'eau. À 6h30 du matin, quand on arrive, il y a un soleil qui se lève sublime, et puis tout d'un coup, ça se couvre définitivement. Tu vois que le soleil ne reviendra pas avant 5 jours. Et c'est vrai que ça fait partie du travail du metteur en scène, évidemment du chef opérateur et de toute l'équipe, de faire en sorte que personne ne voit qu'on va terminer cette scène sous des bâches de pluie à 11h30 du soir dans la nuit, alors qu'il est censé être 5h30, 6h du soir pendant toute la scène. Mais c'est la magie du cinoche, c'est de fabriquer, de manipuler et finalement de remonter ses manches, et avec des bouts de ficelle de fabriquer la magie. Et on a la chance d'avoir un chef opérateur, cadreur ultra réactif et très inventif. Il nous a rééclairé le Sacré-Cœur quand il s'est éteint à minuit, au moment de dire moteur, et qu'on allait remballer toute notre installation. Il a réussi à nous le rallumer en moins de 5 minutes avec ses lampes à lui, et Stéphane n'a peur de rien, rien ne l'arrête. Donc voilà. Encore une fois, c'est pas Dieu, et tout de même, et on a eu la chance d'avoir ces petits moments qu'on a pu saisir. Mais c'est vrai qu'il y a du vent, il y a de la pluie pendant qu'on tourne, et on la voit pas. C'est du poil de cochon, et c'est pas une blague. C'est pour faire perler la pluie et pour que le son passe quand même. C'est du matériau de jardinage, mais qui est converti en bonnette. Voilà. Car c'est bien connu, le cochon résiste à la pluie. Il y a une idée qui est la première idée qu'on a échangée
avec Richard Grandpierre. Donc le lendemain où il a lu le script, on s'est rencontrés 2 jours après, et c'est lui qui a eu l'idée de mettre la première scène sous la pluie. Et on s'est regardé avec Sonia et on a dit « Oh la vache, c'est une super idée ». Et après, lui, en tant que producteur, a dit « Je me tire une balle dans le pied parce que quand même, vous allez me mettre de la pluie, des rampes à pluie partout, ça va être terrible. » Mais c'est vrai que c'était son idée et ça contribue au romantisme de la scène. La plupart des cascades ont été réalisées par les comédiens, mais l'avantage d'avoir des doublures, c'est justement de montrer à la comédienne, en le faisant faire à la doublure, qu'elle ne risque rien. Oh, tu vois, ça serait bien en fait. Et moi, à un moment donné, aussi, c'est de dire stop, là on fait avec la doublure parce que c'est trop dangereux, ou alors on peut faire la comédie. C'est bizarre. Bon, c'est drôle ça. On est là. Au moment où le téléphone sonne et où tu vois que Sophie répond et tout ça, à ton tour tu escalades. Seulement quand tu arrives là-haut, au lieu de t'asseoir, ça bascule de l'autre côté. Ça, je veux bien te le faire. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en passage, il y a la jambe et le bras qui sont redisparaître. Ça devient une maladresse. Au moment où il y a le moment de la chute ou le moment du truc, c'est comme si il y avait un blanc, quoi. Je calcule pas. Et justement, et là tu sautilles parce que tu t'en mets une et que t'es rapide, c'est ça, exactement. Donc je fais vraiment pas exprès. Au départ, il faut que je sache à peu près les paramètres, et puis une fois que je suis dans ce périmètre-là, j'y vais. Il n'y avait pas des cascades très spectaculaires, donc il y a les petites choses. C'est du cinéma. Déjà au cinéma, quand vous devez vous asseoir violemment sur une chaise, il y a un gars qui vient pour vous montrer comment le faire au cas où vous fassiez mal. Est-ce que je me sens à l'aise avec ce personnage? Je trouve pas ça génial de tomber. Hein. Moi, j'adore ça, j'adore tomber, j'adore me prendre les pieds dans les tapis, ça m'amuse. Pourquoi les gags visuels? D'abord parce que ça appartient au slapstick, c'est une de mes références. C'est vrai que c'est un univers qui se transporte, avec lequel je suis très à l'aise, c'est-à-dire que tout le monde rit à une chute, c'est inévitable. Le premier réflexe, c'est quand même de se marrer. Et ça fonctionnait formidablement bien avec une fille aussi belle que Sophie. C'est vrai qu'elle a une élégance incroyable et une grâce qui fait en voyant une fille comme ça qui se cogne partout, c'est 2 fois plus drôle, c'est beaucoup plus drôle que si c'était... C'est très inattendu de voir Sophie aussi sophistiquée dans ses robes, et se casser la figure sur le trottoir. Tu ne t'y attends pas et tu es obligé de rire en fait. Aussi, il se trouve qu'elle est très très à l'aise là-dedans. C'est quelque chose qui lui plaît. J'ai trouvé une vraie complice dans ces gags-là. Et on en aurait probablement fait moins si ça n'avait pas pris comme ça entre nous. Voilà, ça s'est très bien passé sur le tournage là-dessus aussi. Donc on s'est bien amusé avec ça. C'est elle qui fait toutes ces cascades. La maladresse, elle est organisée, elle est sérieuse. C'est-à-dire que pour qu'elle soit drôle, il faut qu'elle soit fabriquée. Et après, qu'elle soit dans un rythme ou un des rythmes qui va faire que c'est drôle. Okay. Prends le temps prends le temps d'avoir eu peur, de te dire attends je peux. Ouais, je peux. Non. Voilà. En fait, c'est sérieux. En fait, cette scène, mais évidemment, j'ai compris. C'est sérieux. En fait, tout est sérieux et ça sera très très drôle. Le genre du film qu'est ce genre-là, où on peut parler de choses hyper émouvantes, hyper vraies, hyper justes, hyper humaines. Mais d'une façon parfois déjantée, parfois surréaliste, ça marche quand même. Donc oui, on exagère ce niveau-là. On exagère aussi évidemment toute une partie de comédie, les chutes en particulier de Sophie. Oui, parce qu'elle se retrouve à l'hôpital quand même. Oui, là, elle serait quand même... oui. Les chutes que tu as fabriquées, conçues, elles sont... Mais qui font marrer pour ça. Oui, ça on les exagère. On pousse aussi évidemment les rapports conflictuels, les situations qui se multiplient l'une avec l'autre. Mais je crois qu'on a essayé d'être dans le vrai au niveau des rapports amoureux, des rapports humains, que ce soit entre eux évidemment, entre elle et ses enfants, entre lui et ses enfants qu'il ne connaît pas et qu'il va apprendre à aimer, pardon.
Oui, c'est vrai. C'était vraiment la ligne directrice de ce film, pour nous deux, c'était de rester dans l'humain. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est l'histoire de James qu'on est en train de raconter. Ah bon? On s'est rencontrés en écrivant, en fait. On avait écrit chacun des scénarios de notre côté, et puis tout d'un coup, on s'est fait lire nos scénars, et on a commencé à bosser l'un sur le scénar de l'autre, et puis à écrire finalement un scénar ensemble. Et à force d'écrire, on a fini par se marier, quoi, parce que, si tu veux, comme on passait toutes nos journées et toutes nos nuits devant l'ordinateur, tu vois, c'était plus pratique. Je suis le public, je lui ai dit, ah bon? Mais Et normalement, ça te relance. Mais quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, putain, mais c'est magnifique, parce que je me suis rendu compte de ce qu'il vivait, de ce qu'il avait vécu, parce que forcément, c'est une histoire ancienne. Mais totalement. Puis en plus, on y retrouve toute sa bande. Moi, je connaissais quelques membres de ça. Moi, le personnage que tu joues, je le connais bien, Lionel. Et James, que j'ai connu il y a longtemps. Voilà. Ce garçon va dire un bon pendant toute l'interview. Ce qu'il y a d'intéressant sur une comédie romantique aussi, c'est qu'on a un point de vue de femme et un point de vue d'homme qui permet de trouver la justesse aussi dans les rapports. Ça, c'était un vrai avantage, oui, c'est sûr. Et donc, du coup, voilà, oui, bien sûr qu'on retrouve tout à fait. Mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est une histoire vécue. J'aime beaucoup la collaboration de James et de Sonia. Mais depuis le départ, j'ai adhéré. Même si je n'aimais pas a priori le principe qu'il y ait deux personnes qui viennent mettre leur nez dans une relation qui est très intime, l'acteur et le metteur en scène, c'est une deuxième personne. Mais je trouve qu'ils ont trouvé un duo formidable. Chacun sait très bien ce pourquoi il est là. Et c'est James, malgré tout, qui tient les rênes de tout ça. Mais Sonia, c'est une petite voix très importante, mais qui est très cadrée, qui est très terrienne, qui ne perd jamais de vue le centre du film et le film à l'état de scénario, j'entends. Voilà. Et je trouve qu'ils ont une collaboration qui fonctionne très très bien, qui ne marche pas. Personne ne marche sur les plates-bandes de personne. C'est très très dur d'écrire. Voilà. Et quand tu es un couple, tu ne peux pas te fâcher. Voilà. Tu es obligé d'être là. Le soir, tu es encore avec ta co-scénariste. Donc tu ne peux pas te dire « Attends, c'est trop... on se revoit la semaine prochaine. » tu vois. Donc ça, déjà, ça aide, tu écris plus vite. Ça, c'est vrai. Et du coup, on est très franc. Je veux dire, on sait qu'on n'a pas de risque, en fait. Je veux dire, on y va, on est cash, on dit exactement ce qu'on pense. Oui, ça aide. Oui, ça aide. Et puis, on sait... oui, c'est cette notion d'honnêteté, en fait. Oui, je trouve que... Oui, puis on se connaît, on sait qu'on a des univers complètement opposés et que finalement, on se bat pour nos idées. Et quand finalement, il y en a une qui nous plaît à tous les deux, on se dit peut-être elle pourra plaire à quelqu'un d'autre. Parce qu'on est de culture et de sensibilité vraiment opposées. Ouais. C'est-à-dire, on travaille, il y a il y en a un qui commence à écrire, qui renvoie à l'autre par email. L'autre regarde, en général, dit « Oh non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible ». Réécrit autre chose, ça repart chez l'autre qui fait « Oh, mais comment elle a pu me sortir un truc pareil ?» Et oui, donc, jusqu'au moment où on dit « Ouais, ok, voilà. » À ce moment-là, on peut se mettre tous les deux devant la... Et là, on se met ensemble et on finalise. C'est pas la partie la plus rapide. L'idée, c'est est-ce qu'on peut avoir la même parure dans la 20 et la 70, c'est-à-dire on joue le même effet avec la même parure qui est beige. Dans la 70, elle reste sur le lit. Non, il saute lui. Non, mais il est tout nu. Non. Mais il saute quand même. Regarde. Ouais, mais c'est une doublure toute nue. C'est une doublure toute nue dans la 70, parce que regarde dans la 70... Ah, il te plaît pas mon chapeau ? Ça fait longtemps qu'on avait envie de faire une comédie romantique. Particulièrement Sonia, c'est un sujet qu'elle porte depuis longtemps. Et moi, je freinais un peu, particulièrement par rapport aux enfants. Je ne me sentais pas assez prêt pour pouvoir diriger les enfants. Simplement,
pas sur la direction d'acteur, mais sur l'assurance que ça allait rester un jeu pour eux et que ça allait rester un plaisir. Il y a un personnage d'enfant dans ce film qui est tout petit, qui lui a vraiment toute sa place et qui ne joue pas justement le rôle de l'enfant qu'on voit souvent, l'enfant ou l'enfant terrible, ou l'enfant formidable, ou l'enfant studieux, ou l'enfant calme. Il a beaucoup de couleurs, il a beaucoup de palettes. Timéo, c'est un môme incroyable parce qu'on a casté à peu près je sais pas, 200 enfants entre 4 et 7 ans finalement, parce qu'on cherchait finalement des enfants plus grands pour jouer un enfant de 4 ans et qui soit pas encore très grand en taille, mais qui ait au moins la maturité de pouvoir comprendre une direction d'acteur compliquée. Parce que quand on est dans la comédie comme ça, il y a un sens du jeu qu'il faut avoir et ça nécessite une certaine maturité. Là pour le coup, c'est pas seulement filmer les mômes. Il doit comprendre qu'il doit faire semblant de dormir pendant 40 secondes pendant que Gad le trimballe partout. Et qu'au moment où il ouvre les yeux, il doit y avoir l'énergie qu'il envoie à la milliseconde. C'est une direction d'acteur très très précise. On a eu la chance de rencontrer Timéo. Au moment où il se lève, tac, là tu le regardes, comme ça. Super. Exactement. Prends comme ça et boum, tu taperas là, tac, tu vois. Et après tu viendras taper sur des choses ici. D'accord, on va voir. Parfait. Voilà, c'est ça. Tombe par terre. D'accord ? C'est pas un film sur les enfants du tout, hein, on est d'accord, c'est un film sur un homme, une femme. Je trouve qu'ils ont toute leur place là, même la petite Suzy, Milena, elle a des... Tout ce qui traverse la vie d'un enfant, je trouve il a bien sa place dans le film. Ils ont de quoi s'exprimer. Elle, de ses petits problèmes de 12 ans, d'une petite fille à la recherche de son père. Elle est émotive, cette scène. Et on va dire c'était un peu... dans le film, on a chacun un peu une scène à nous. Et là, c'était un peu ma scène à moi, donc j'ai aimé. Et toi ? Moi, c'est plutôt la bataille de coussins. Parce que là, on avait le droit de faire ce qu'on voulait, on pouvait monter partout. Tu vas prendre un polo chaud, celui-là. Ouais. D'accord ? Ça marche ? Tu auras le droit de monter sur le canapé et tout ça, ok ? Le tout petit qui va à fond dans le môme insupportable, qui va dans tous les sens et qui est pourtant un petit bout de chou. Une dernière fois. C'est pas le premier, c'est pas le premier. Et maintenant on se marre. Les enfants participent au concept même du film. C'est un couple qui se forme, mais c'est vraiment l'histoire de ce type célibataire qui rencontre cette femme qui a 3 enfants. C'est vrai que c'est une entité à part entière. Il le dit à un moment dans ce plan séquence. Il dit « ils sont elle, elle est eux ». C'est comme, il y a Maurice qui dit « c'est comme dans Alien 2 ». C'est horrible. Il y a cette fusion. Il y a quelque chose de très bien vu, je trouve, où l'enfant, lui, s'exprime. C'est rouge, ça. Et on n'a pas le droit d'y aller. Là, c'est où on s'habille. Vous voyez ? Il faut qu'on prenne l'angle de la couette. Et ici, dans un angle de couette, là, qu'on lui fasse 2 trous, tu vois ce que je veux dire, dans la housse Ouais. tu vois, de la couette, Ouais. pour qu'il puisse s'enfiler les jambes, le monter ici, mettre tu vois ce que je veux dire. Il enfile comme un short, quoi. Exactement. Faut pas parler trop, parce que ici, c'est le plateau. Bienvenue dans les coulisses du tournage.
Là, c'est la salle de bain, elle est cassée. Ils ont cassé ça. Je suis l'ingénieur du son, tu sais, bonheur. Enfin, j'enregistre ta voix. Ouais. C'est ça mon travail. Ouais, et puis en plus, tu mets les micros. Je mets les micros pour enregistrer ta voix. Alors l'univers visuel du film, c'est on s'inspire beaucoup des cadrages des photos de Willy Ronis et de René Bury. On a toujours ce travail-là avec Stéphane, parce que moi j'ai commencé par la photo, et donc on a une culture voilà, de photographe, d'images fixes, et beaucoup de références qu'on partage avec Stéphane. Et c'est vrai qu'il y a un travail sur les ombres, on parle encore de ça, chez ces photographes, et de cadrage aussi, parce que j'ai décidé de faire le film en 1,66, donc qui correspondait aussi à ces photographes-là. Il y a 3 formats principaux de cinéma aujourd'hui. Ce sont des cadres de largeur différents. On prend des cadres, des tailles de l'image. On prend la hauteur en fait comme référence. Voilà, l'étalon, le 1. Et la largeur est un multiple de ce 1, soit 1,66, soit 1,85, soit 2,35 pour le cinémascope. Donc c'est le format, on va dire, le plus carré qui existe encore aujourd'hui, le 1,66. Donc c'est vrai que quand vous filmez quelqu'un en scope dans une image, si vous voulez le cadrer jusqu'à la taille, eh ben, il y aura beaucoup d'air sur le côté qui sera à remplir avec le cadre, et vous raconterez beaucoup de choses avec le décor. Alors qu'en 1,66, vous aurez moins de place. 3 personnes à la taille en 1,66 vous remplissent entièrement le cadre. En scope, vous avez encore la place de mettre le mont Rushmore derrière sans aucun problème. Pour la lumière elle-même, c'est plutôt en fait les comédies romantiques américaines des années 60 en fait. Ils habitent dans des appartements qui sont reconstruits en décor, aussi parce qu'il y a cette élégance des comédies romantiques des années 50. Hein. Quand tu regardes Vacances romaines, bah ouais, tu es à Rome, mais en même temps, il y a toute une élégance qui fait que tu sens comme ça un travail artistique, que ce soit sur les costumes avec Olivier Berriot, sur les décors avec Pierre Kéféléan, qui est vraiment une merveille. Alors donc on est en train de faire Monstres et compagnie numéro 2. Donc on installe la porte magique et qui va venir sur l'optique de la caméra et laisser passer. Sorti là où t'es mal sorti. Sors Armando s'il te plaît. Et par exemple, sur les décors, on a d'abord vraiment essayé de chercher des décors qui existaient, que ce soit le studio de Sacha ou l'appartement de Charlotte. On a cherché, bon après c'était trop compliqué par rapport à tes mouvements de caméra, etc. Mais on a cherché des trucs vrais. Oui, mais on s'est rendu compte assez rapidement, en trouvant les différents lieux, qu'on n'arriverait pas à servir l'esthétique et la grâce aussi bien que si on avait la chance de reconstruire ces appartements. Il y a un côté comédie années 50, c'est vrai, années 40 plutôt d'ailleurs dans le film. Et le fait d'avoir pu reconstruire ces décors en studio, il participe énormément. Je sais qu'avec telle musique qu'on va travailler, si le fond est rouge ou si le fond est jaune ou si le fond est vert, c'est différent. Et à ce moment-là, le costume est aussi différent et le rapport de matière entre les deux. Tout ça, ça participe à l'émotion. Ce qui est intéressant, c'est important de se rendre compte qu'il y a, et je pense que c'est ça aussi qu'on voit dans le film, il y a une réelle différence forcément entre le classique et le jazz. Et en fait, le jazz, on est complètement dans
dans une musique où l'improvisation est là et ça part et on est complètement libre et on peut faire absolument ce qu'on veut. Et le monde de la musique classique où c'est beaucoup plus académique, beaucoup plus structuré et justement ce qui est rigolo, c'est que dans le film, et ben justement, on travaille du classique en jazz et donc ce qui donne des choses complètement non conventionnelles, enfin, du jamais vu. Enfin, Chopin se transformait en ragtime, c'est du dingue. Ce qui m'intéresse, c'est l'apport de la personnalité de l'interprète, qui existe un peu dans le classique aussi, bien sûr, mais beaucoup moins, puisque tout ce qui est improvisation existe dans le classique, mais ce n'est pas un genre. Et dans le jazz, c'est un vrai genre et ça fait partie intégrante vraiment du style. Et des pianistes comme Ahmad Jamal ou Keith Jarrett ou même Herbie Hancock, Chick Corea, les mecs les plus... Kajagougou, ça peut être considéré comme du jazz ou pas? Ils mettent dedans, ils mettent leur âme, ils mettent des choses qui n'ont pas été prévues. Et souvent, quand je vais voir des concerts de jazz, je suis très très ému par le voyage qu'il fait, qui était totalement... voilà, c'est l'imprévu, quoi. J'ai pris énormément de plaisir à travailler avec Gad comme avec Sophie, surtout l'aspect, j'allais dire pédagogique en fait, presque. Alors, j'ai pas donné des cours de piano, mais c'est vrai qu'il y avait un côté presque mise en scène des mains au piano, et ça c'était absolument génial. D'autant plus génial que l'un comme l'autre ont été vraiment super et curieux et assez, j'allais dire, performants, puisque en peu de temps, ils ont été capables l'un comme l'autre de faire un super travail. Et ça, c'était Il y a un côté, pour le coup, enfantin, quoi, avec des manières de jouer qui sont ludiques, qui sont drôles. En fait, c'est... Mais encore une fois, il a une base très sérieuse, très jazzy, classique. Et c'est drôle parce que c'est tellement bien joué qu'il peut ajouter de la fantaisie dedans, et là, on rigole. Et j'ai travaillé un petit peu avec lui avant le tournage, mais ça ne servait à rien du tout parce que tu ne peux pas faire le millième de ce que fait ce mec sur un clavier. C'est un génie, quoi. Ça se passait comment? On leur envoyait un son, donc soit avec une oreillette, soit avec des enceintes. C'est une petite oreillette, une oreillette phonak, qui va permettre à Gad d'entendre la musique pendant qu'il joue, pour faire semblant de jouer. Un son, en fait, concrètement, c'était mes arrangements qui avaient été évidemment enregistrés au préalable en studio, et ils étaient censés rejouer plus ou moins les notes que j'étais supposé faire en jouant ce morceau. Alors c'est pas évident puisqu'en gros plan, il faut quand même être assez précis. Il ne faut pas, quand on propose ce qu'on appelle une pompe c'est un va-et-vient au niveau de la main gauche entre la basse et l'accord. Il faut que la basse tombe sur le premier et troisième temps, en l'occurrence sur du ragtime, et l'accord sur le deuxième et quatrième temps. Et ça, il ne faut pas être complètement à côté de la plaque au niveau du film. Alors, toute cette approche nécessitait aussi tout un travail technique derrière, avec un piano qui était rendu muet. Donc on appuyait sur une touche, mais il n'y sortait absolument rien. Je fais en sorte que le piano soit silencieux, de façon à ce qu'il n'y ait pas une musique parasite sur le son. Alors le travail pour rendre un piano muet, c'est très simple. Mais on peut mettre pas mal de choses, mais là je crois que c'était avec de la mousse et du scotch. Mais on fait du bricolage, c'est ça le cinéma. C'est la première fois que je faisais une doublure main dans le milieu du cinéma, ce qui était assez rigolo et assez intéressant pour moi comme travail, surtout de découvrir un petit peu ce milieu, cet univers. Alors c'est des choses complètement assez décalées par rapport à mon travail au quotidien, puisque forcément je devais m'habiller pareil que Gad. J'ai pas la même tête forcément, mais j'avais souvent un technicien derrière moi qui retenait ma tête pour ne pas que je paraisse dans le plan, on va dire, serré autour du piano. Donc ça, c'est pas évident non plus d'avoir vraiment quelqu'un qui vous maintient la tête pendant que vous jouez. On est parti à New York travailler notre chorégraphie. Avec une élève de Pina Bausch. Avec une élève de Pina Bausch. Qui s'est suicidée par la suite. Il y en a un que j'ai piqué à Seth Rogen, quoi, le lancer de dés. Voilà. Lancer de dés. Mon copain Virgile, la colombe, ça c'est toujours assez touchant avec les filles
en boîte, la colombe, le lancer de dés, et il y a le hachage menu de petits bois en tournant. C'est-à-dire comme une sorte de toupie bûcheronne. Voilà, ça c'est de lui. La toupie bûcheronne. Souvenir pas marquant, marrant, mais il n'y a pas de hiérarchie dans les souvenirs. Mais c'est juste qu'il voulait filmer mes pieds. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai une pudeur face à ça. Je ne voulais pas montrer mes pieds. Et très gentiment, il m'a dit je vais le faire moi. Donc il a retroussé son pantalon et il s'est mis pieds nus. Et j'ai vu ses pieds. J'ai dit non, je vais le faire. Une jubilation d'un bout à l'autre. Moi, il a cité Podalides, moi je citerai Gérard Rolls. Sur le Paris-Dakar 98, qui disait « Bienvenue sur ce Paris-Dakar 98 ». Voilà. C'est aussi ça, l'amour. Quand tu rencontres la bonne personne, elle te permet de devenir toi-même. Dans le jazz, en fait, on a des bases avec des espèces de références lourdes, fortes, chargées. Et entre ces points de repère, il y a beaucoup de feeling, d'improvisation. C'est ce que j'essaie de faire moi en jouant, enfin de la musique, mais aussi en jouant quand on joue ensemble. Essayer de m'approprier le truc et de naviguer entre les figures imposées. Et dans le jazz, on retrouve ça aussi. Tu as des thèmes qui sont solides et entre ces thèmes-là, on se balade. Donc nous, on se balade. Vous êtes sur le plateau d'Un bonheur n'arrive jamais seul. Tout de suite, des photos d'ours.